Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Et quel voyage celui qui nous attend aujourd'hui sur les rives du Gange. Pour Allen Ginsberg, le poète de la Beat Generation, Calcutta et Bénarès ont été un choc. Une nouvelle façon d'appréhender la vie comme la mort. Sa quête du nirvana, ce sera notre inspiration. Éclectisme de notre tour du monde, nous serons ensuite en région parisienne, à Rambouillet, dans la Bergerie nationale. Le mérino s'y est bichonné. A raison, puisqu'il fournit une laine incroyablement fine. Dans l'héritage, nous lèverons le mystère de cette toison d'or. Direction l'île de Bornéo pour Papy. Plus qu'une recette de cuisine, c'est carrément une leçon de botanique qui nous attend sur place. Feuilles de tapioca, feuilles de lanao ou tiges de gingembre, notre cuisinière nous fera découvrir le goût insoupçonné de toutes ces plantes venues de la jungle. Enfin, en Slovénie, ce bâtiment rend hommage à un ingénieur incroyable. Avant tout le monde, il a imaginé comment réaliser des séjours dans l'espace. Une station orbitale à la Kubrick, totalement inattendue dans les années 1920. Mais d'abord, c'est la devinette. Elle nous conduit au Brésil, le pays de la capoeira. Cet art martial a été inventé par les esclaves qui dissimulaient le caractère belliqueux de leurs mouvements sous l'apparence d'un jeu, d'une danse. La capoeira est alors pratiquée en secret. Et l'abolition de l'esclavage à la fin du 19e siècle ne va pas changer grand-chose. Pire, la capoeira devient un délit. À votre avis, pourquoi a-t-elle été interdite au Brésil ? Je vous laisse méditer tout en vous prenant par la main jusqu'à Calcutta. On part en effet tout de suite en Inde, sur les pas d'Allen Ginsberg. Il vient de pousser son premier cri, All en anglais, c'est le titre de son premier poème, quand un élan presque vital le pousse au bord du Gange. Regardez. C'est l'histoire d'un hurlement qui trouva en Inde un apaisement. Le voyage d'une vie sous forme d'épiphanie. En ce début d'années 60, le poète américain Allen Ginsberg, figure de proue de la subversive Beat Generation, connaît à 35 ans une crise intérieure et cherche un autre sens à son existence. Fasciné par la spiritualité orientale, en quête d'une rencontre avec le divin, il se tourne alors vers l'Inde et entreprend un périple d'un peu plus d'1 an qu'il consigne dans ses journaux indiens publiés en 1970. Au pays de Gandhi, Ginsberg s'engage sur un nouveau chemin d'humanité qui bouleverse radicalement son appréhension de la vie et de la mort et transforme sa poétique. L'Inde le marque au fer rouge et ne le quittera jamais. Comme une renaissance dans les bras du Gange. Lorsqu'il débarque en Inde en février 1962 avec son amant Peter Orlovsky, Ginsberg est exsangue. Là de l'énorme scandale suscité en 1956 par son fameux recueil de poèmes All, long cri de rage et réjouissant pavé jeté dans la mare du conservatisme américain ambiant, l'écrivain cherche une autre voie, loin de la société matérialiste occidentale. Après avoir parcouru le nord du pays, il s'installe plusieurs mois à Calcutta. C'est ici, dans la capitale du Bengale occidental, qu'un changement commence à s'opérer lorsqu'il rencontre l'avant-garde littéraire de la ville dans ce qui était alors le repère de l'intelligentsia, le College Street Coffee House. C'est un lieu qu'Allen Ginsberg a beaucoup fréquenté. Lorsqu'il est arrivé à Calcutta, il jouissait déjà d'une grande renommée. Les intellectuels de la ville et les jeunes poètes, en particulier ceux que l'on appelait les hungryalistes, étaient très désireux de le rencontrer. Les hungryalistes formaient des voix contestataires qui s'élevaient contre l'ordre établi. Ils s'opposaient à toutes les conventions, à toutes les normes et malmenaient l'esthétique littéraire traditionnelle. Leur ambition était d'introduire une forme nouvelle de poésie, d'écriture. Au contact de ce gang de poètes enfiévrés, porte-voix des injustices sociales et des réprouvés, Ginsberg sent bientôt s'affermir en lui sa conscience d'écrivain et de citoyen. On dit que la poésie d'Allen Ginsberg a été marquée par l'influence des poètes bengalis. Si l'œuvre d'Allen est devenue plus politique après son séjour en Inde,
Je dirais cependant qu'il était engagé dès le départ. Dans son recueil Hall, il utilisait déjà la politique comme métaphore. D'une certaine manière, cette veine s'est poursuivie et s'est approfondie. Il a déclaré par exemple « À bas l'Amérique ». Voilà le genre de propos qu'il a tenus. Et il a également écrit des poèmes anti-guerre très percutants. Petit à petit, il a cessé de porter ses vêtements américains, ses jeans, ses chemises. Il s'en est tout simplement débarrassé. Il a commencé à s'habiller à l'indienne, portant parfois d'amples tuniques, comme celle que je porte, et des kurtas, une longue chemise qui descend jusqu'aux genoux. Et il s'est aussi laissé pousser la barbe, une longue barbe. Une véritable métamorphose s'est amorcée chez lui. Si Allen Ginsberg fréquente l'élite intellectuelle de Calcutta à la littéraire, où les poètes sont considérés comme des demi-dieux, l'écrivain explore aussi les franges les plus marginales de la société indienne et est le témoin de l'extrême pauvreté qui y règne, comme aux abords du marché aux fleurs, situé près du Howrah Bridge, le pont iconique de la ville. Avant son arrivée à Calcutta, il était terrifié à l'idée de contracter une maladie. C'était chez lui une vraie hantise. Il a pleinement pris conscience ici de ce qu'était la pauvreté, une réalité qu'il ignorait jusqu'à présent. Et il en a été bouleversé, triste et abattu. Enfant étalé, fesses brunes, nu, dans les bras d'une sorcière. Feu dans le caniveau et réfugiés mendiants accroupis sur des marmites qui cuisent. Une femme roule des épices en une pâte rouge à même le trottoir. Le trottoir nu qui lui sert de planche. Mais loin d'être un simple observateur, Ginsberg s'identifie et se rapproche jusqu'au tournis de cette humanité en déshérence, presque rejetée hors du cercle de la civilisation. Une expérience profonde et ambivalente de l'indigence que l'on retrouve abondamment dans ces journaux indiens et qui confère à son voyage des accents métaphysiques. Dans ses journaux indiens, de même que dans de nombreuses interviews, il a décrit combien il avait souhaité guérir les lépreux, les plus pauvres, ceux qui souffraient de difformités. Il a senti qu'il n'était pas juste un homme parmi d'autres sur cette terre, mais qu'une responsabilité plus grande lui incombait. C'est comme cela qu'il se percevait. Il a alors pris conscience qu'une part de divin résidait en lui. Et ce divin lui intima de venir en aide aux plus démunis. Il a ainsi trouvé Dieu en la personne d'un lépreux. Et Allen Ginsberg a voulu lui tendre la main. Sauf que ce lépreux a refusé, en lui disant « Non, non, je vais bien ». C'est quelque chose qui l'a énormément déstabilisé. Sa poésie en a été profondément impactée. Ginsberg a pris conscience de sa propre impuissance en tant qu'être humain. C'est pourquoi il était en quête du nirvana, désirant célébrer le divin et l'humain en chaque personne que la misère accablait. Et cela a été pour lui une expérience absolument mystique. Cette dimension de la transcendance, Allen Ginsberg va plus encore la vivre à Bénarès, aujourd'hui appelée Varanasi, à 700 km de Calcutta, dans l'état de l'Uttar Pradesh. Dans cette cité millénaire, construite à fleur de Gange, la plus sacrée des 7 villes saintes de l'hindouisme, Ginsberg connaît certains des jours les plus heureux de son existence. Pour le poète, venu en Inde en quête d'un gourou et d'un lien direct avec le sacré, impossible selon lui en Occident, c'est une révélation.
Le séjour d'Allen Ginsberg à Varanasi a été, en quelque sorte, le voyage de sa vie. Il cherchait ardemment à élargir sa conscience et à découvrir le monde dans toute sa multiplicité. Il a ainsi été complètement submergé par les rituels et les manifestations de spiritualité intense qu'il a pu observer chez les habitants de cette ville. Cela a été un grand choc culturel pour lui. Ici, chaque acte de dévotion est intrinsèquement lié à la vie quotidienne. On se réveille le matin, on se baigne dans le Gange, puis on accomplit sa puja, sa prière. Ici, il fait la rencontre de nombreux yogis et sadhus, des ascètes mystiques parfois nus et couverts de cendres et dont les mantras, échappés des volutes de ganja, de la marijuana, scandent l'ascension vers le nirvana. Fasciné, Allen Ginsberg voit en eux l'incarnation de la liberté. Assis avec le même groupe de sadhus sur leur aire dans le sous-sol sablonneux du porche d'un refuge pour pèlerins, un trident et une lance de bambou à la main, et peau à eau en laiton cruche amandier de ci de là, un sadhu sympathique s'appelant Shambhu Bharti Baba, avec qui je me suis assis et ai fumé auparavant. Sa mère souffrait d'importants troubles psychiques. Ginsberg a donc toujours eu le sentiment d'être à part, ce qui explique qu'il ait été très timide durant sa jeunesse. Lorsqu'il est arrivé à Varanasi, il a été frappé, au bord du fleuve sacré, par les sadhus, ces êtres absolument libres, sans entrave identitaire et à l'allure si exotique et particulière, qui errent à travers l'Inde en s'abandonnant aux dieux. Cette marginalité a en quelque sorte fait écho à sa propre histoire. That's why Ginsberg found a resonance with the sadhus of Varanasi. Ça l'a beaucoup impressionné. Et cela a indubitablement modelé sa poésie par la suite. Il a emporté avec lui des visions de processions grandioses, des mantras. À son retour aux États-Unis, son apparence même rappelait celle d'un sadhu. Mais le moment le plus fondateur, le plus édifiant de son séjour indien, Ginsberg le vit en contemplant, médusé, les rituels funéraires qui font depuis toujours la réputation de la ville. Car on vient de toute l'Inde pour mourir à Varanasi. Pour les hindous, la seule manière de trouver la paix éternelle et de mettre fin au cycle des réincarnations est d'être incinéré dans la cité sacrée et de voir ses cendres dispersées dans les eaux du Gange. Au ghat de Manikarnika et d'Harishchandra, des quais dont les escaliers plongent dans les eaux du Gange et où les crémations s'enchaînent jour et nuit depuis des siècles, Ginsberg est confronté à la mort dans ce qu'elle a de plus tangible, de plus anatomique. Je suis allé jeudi soir avec Peter au ghat de Manikarnika. Le cadavre du milieu avait brûlé par le ventre qui s'était effondré. Les intestins éclatèrent, disons comme un diable de charbon ardent sautant hors de sa boîte. Ginsberg est resté des heures durant à observer les corps se consumer dans les flammes. Il a décrit la manière dont la peau brûlait, quel était l'aspect des cheveux, comment la graisse fondait, et même la façon dont on fracassait les crânes pour que le cerveau se mette à bouillir. Il a documenté ses expériences avec une grande méticulosité. Pour l'auteur du poème Kaddish, traumatisé par la mort de sa mère, les crémations de Varanasi ont un puissant effet cathartique. Lui, dont la culture juive proscrit pourtant les incinérations.
Selon la spiritualité indienne et l'hindouisme, l'esprit est ce qui confère sa valeur au corps. Une fois que l'esprit l'a quitté, celui-ci peut être brûlé. Pour les proches venus assister à la crémation, voir le corps se désintégrer dans les flammes est aussi une manière de se libérer soi-même, de renoncer à l'attachement à la vie terrestre. Cesser de s'accrocher, c'est l'un des enseignements les plus précieux que l'Inde ait offert au monde. Cela a ainsi été pour Ginsberg une façon d'exorciser sa peur de la mort. Les bûchers de Varanasi le hanteront jusqu'à la fin de sa vie. Quelques jours avant de mourir d'un cancer à l'âge de 70 ans, il célèbre sereinement sa propre mort et rend hommage dans son ultime poème « Les choses que je ne ferai pas » au pays et à la cité qui l'avait délivré. Je ne reviendrai plus jamais à Varanasi, la plus ancienne ville continuellement habitée du monde. Je ne me baignerai plus dans le Gange et ne m'assiérai plus sur les quais de Manikarnika avec Peter. Les eaux du Gange ont permis à Allen Ginsberg de renaître. Mais pour plonger dedans, mieux vaut ne pas savoir ce qu'elles contiennent. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Il est l'un des plus grands fleuves du monde, avec plus de 2500 km de long en fonction des années et des pluies. À côté, le Rhin et la Loire, avec leurs 1000 km et quelques, font franchement rikiki, de chez rikiki. Dans les villes qu'il traverse, comme Varanasi ou Calcutta, d'immenses escaliers, appelés ghats, ont été aménagés sur ces berges pour permettre aux fidèles de se baigner dans ces eaux. Et ça en fait du monde, vu qu'en 2023, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé de la planète devant la Chine. Pour les croyants, le Gange est une déesse, Ganga, dont les eaux tumultueuses ont été domptées par Shiva. Des eaux qui ont le pouvoir de purifier les hommes, pas sûr, pourtant, qu'elles soient bien pures. On y trouve d'abord des cendres, en quantité. Disperser les cendres des disparus dans le Gange est une tradition hindoue. De nombreux brasiers sont allumés le long de ces berges. À Varanasi, par exemple, 30 000 défunts sont incinérés chaque année, leurs cendres déposées ensuite dans l'eau. Parfois, ce sont des corps lestés de pierre qui sont directement jetés dans le fleuve. Les bébés, les hommes sains ou les femmes peuvent se passer du feu purificateur. À ça, vous ajoutez les carcasses de vaches sacrées, les milliards de litres de matière fécale et les rejets des eaux usées de toutes les industries, textile, papier, pharma, plus tous les engrais liés à l'agriculture intensive, vous obtenez un joli cocktail. En Inde, on a coutume de dire que vous pouvez stocker l'eau du Gange dans un pot et qu'elle sera toujours potable 20 ans plus tard. Beaucoup de fidèles boivent l'eau du Gange. Résultat, 37 millions d'Indiens seraient chaque année atteints de maladies hydriques, dysenterie, typhoïde, hépatite. Selon la croyance, si baigner lave les péchés, peut-être, mais pas les déchets. Le dress code du prochain voyage, je l'ai sur moi puisque c'est cette laine de mérinos. C'est très doux, c'est chaud. Des moutons mérinos, on en trouve désormais en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais c'est Rambouillet qui a commencé à jouer à saute-mouton. C'est notre héritage. Depuis près de 240 ans, à Rambouillet, sur les anciennes terres du roi de France, un animal règne en souverain. Sous sa toison blanche, du museau jusqu'au bout des pattes, le mouton mérinos produit la laine la plus fine d'Europe. On ne connaît pas ailleurs dans le monde une population animale qui connaisse une histoire aussi longue de fonctionnement en circuit fermé quant à la gestion des reproducteurs. Donc c'est une expérience unique et bien sûr un patrimoine historique, mais surtout un patrimoine scientifique. Plus de 2 siècles de sélection génétique à la Bergerie nationale ont façonné un troupeau incomparable qui a fait rayonner dans le monde entier le nom de Rambouillet, la terre qui a vu naître sa race. L'histoire du mérinos de Rambouillet raconte l'alliance de la douceur du mouton à l'expertise des hommes, à la recherche d'un fil toujours plus fin. Au parc forestier de Rambouillet, le 12 octobre 1786 est un grand jour.
on y attend l'arrivée d'environ 400 invités de marque, des bêtes à laine espagnoles, les meilleures d'Europe à l'époque. Parti de Ségovie, au centre de l'Espagne 6 mois plus tôt, le troupeau a cheminé à travers les Pyrénées et parcouru les quelques 1300 km jusqu'à sa destination. Au début, c'est assez facile parce que tout le monde est habitué, que ce soit l'équipe de bergers, ils sont 4 ou 5, plus leurs chiens, plus les baudets, les mulets, les moutons, tout le monde est habitué. Les ennuis commencent plutôt en France. Côté espagnol, on a ces voies royales qui sont aménagées depuis des siècles pour les troupeaux, mais en France, c'est pas le cas. Marche. Le ministre et les ambassadeurs avaient préparé le voyage en prévenant les gouverneurs des régions pour réserver des prés. Donc bien sûr, des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Et donc on peut suivre le voyage par les plaintes des agriculteurs qui se sont fait manger leurs champs. Pour obtenir les précieux animaux, 2 ans de tractations diplomatiques avec la couronne espagnole ont été nécessaires. Il faudra même l'implication personnelle de Louis XVI auprès de son cousin, le roi Charles III, pour sceller l'accord. En réalité, c'est un mouvement européen. La plupart des grands d'Europe, que ce soit des princes en Saxe dès 1720, la reine de Suède, ou les Anglais, ou les Hollandais, vont chercher à obtenir des 10 mérinos au XVIIIe siècle. Donc chaque pays est en train d'industrialiser la production de luxe, des textiles de luxe, donc il faut trouver de la laine fine. Il y a vraiment la course à la toison d'or. Sur les terres personnelles du roi de France, utilisées comme domaine de chasse, Louis XVI a installé une ferme expérimentale. Contribuant aux améliorations agronomiques de l'époque, on y pratique déjà des tests sur les cultures et l'élevage d'animaux. L'arrivée des moutons est supervisée par le naturaliste Louis-Jean-Marie Daubenton, premier directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Daubenton dit, avec d'autres scientifiques de l'époque, il faut acclimater les animaux selon leur lieu de provenance. Donc des animaux espagnols, on les acclimate à l'espagnol. Et donc il n'y a pas besoin de bergerie. Il avait fait les tests chez lui en Bourgogne, sauf qu'en douce, son berger, il rentrait les bêtes l'hiver pendant que lui était à Paris, au Jardin du Roi ou au Muséum d'histoire naturelle. Et donc quand le troupeau arrive, on n'a pas conçu de bergerie, puisqu'ils sont censés s'en passer. Donc si on n'a pas prévu de bergerie, on n'a pas prévu d'affourager les animaux, on n'a pas prévu de nourriture. Donc ils arrivent, ils n'ont pas d'abri et ils n'ont rien à manger. Malgré la maladie et des hivers rudes, les rustiques moutons espagnols, que l'on installe temporairement dans un ancien hameau médiéval, s'acclimatent bien. Les équipes de Daubenton se lancent alors dans la sélection génétique pour affiner les qualités du troupeau. Les lignes généalogiques du troupeau sont pensées dès l'origine, c'est-à-dire qu'on a une pensée des meilleurs animaux, et ensuite ils vont constituer une race. D'abord, on va sélectionner pour accentuer l'homogénéité, c'est-à-dire qu'on va reproduire des animaux consanguins, et au début c'est positif de les reproduire avec le plus de degrés de parenté pour améliorer le progrès racial. Chaque mouton est enregistré, ses parents sont enregistrés et ce qu'il devient, sa destination. D'ores et déjà distincte des animaux importés quelques années plus tôt, cette nouvelle race prend alors ici le nom de mérinos. La décision est prise de ne pas ajouter de moutons extérieurs au troupeau, qui restera désormais en vase clos pour préserver ses qualités exceptionnelles de bête à laine. Et c'est certainement une des races qui a la plus grande densité d'implantation de fibres, puisqu'on a plus de 5000 brins de laine implantés au centimètre carré. C'est le prototype du producteur à laine par excellence. Donc sur un corps assez modeste, eh bien, les générations de sélection ont mis une grande quantité de peau, parce que c'est la peau qui porte la laine. Et en fait, cette peau en quantité fait que les animaux ont de nombreux plis. Donc il faut circuler entre les plis en essayant de blesser le moins possible, bien sûr. Et c'est ça qui fait que l'Atlante est un petit peu plus fastidieuse que dans d'autres races.
pendant la Révolution française et après, le cours de la laine est fixé sur les ventes des lots de laine tondus sur le dos des mérinos Rambouillet. Donc en gros, c'est la laine de Rambouillet qui fait l'étalon national pour le cours de la laine. C'est un peu oublié aujourd'hui, mais à l'échelle régionale, donc la Beauce, l'Île-de-France, Rambouillet, c'était la Mecque du mouton. Dès son arrivée au pouvoir en 1804, Napoléon Ier fait enfin construire une véritable bergerie et des logements pour les bergers. Il accélère le processus de mérinisation engagé à Rambouillet. Grâce à un réseau de bergeries impériales, il vend dans toute la France des béliers mérinos pour améliorer le cheptel français. C'était vraiment une ferme de reproducteurs. On a des chiffres, on sait qu'à certains moments, c'est 10 000 à 50 000 euros le bélier. Donc on est sur un système commercial qui marche très bien pendant cette période-là. Mais au XIXe siècle, l'heure est à la production de masse et le fil du mérinos, si fin, ne correspond plus aux attentes des industriels. Rambouillet doit désormais trouver de nouveaux débouchés pour ses reproducteurs d'élite. Europe de l'Est, Amérique du Sud, Océanie, le mérinos est capable de s'implanter partout grâce à sa légendaire rusticité. Aux États-Unis, il y a eu un grand moment de rupture en 1892. Il y a eu la Columbian Exhibition, donc l'exposition universelle, où en fait il y a un éleveur allemand qui avait des Rambouillets qui les a vendus aux Américains. Et à partir de là, il y a eu une vraie mérinomanie. Et donc aujourd'hui, on trouve le cheptel vraiment à l'ouest du Mississippi, parce que c'est là où il y a le plus de moutons. Il est un peu partout en fait. Quand on regarde la mascotte de l'Université d'État du Colorado, c'est un mérino rame. Et encore aujourd'hui, il y a une race qui s'appelle l'American Rambouillet. Pour transmettre l'expertise française, les bergers de Rambouillet, véritables globetrotters, livrent eux-mêmes les bêtes et restent souvent des mois sur place. Ces zootechniciens sont formés au sein d'une des premières écoles de bergers au monde, créée entre ces murs dès 1794. Il ne s'agissait pas simplement de prendre des jeunes gens et aller leur apprendre à garder les moutons, quoi. Il y avait un contenu technique. On voulait aussi en faire des chefs d'exploitation. Donc il y a des notions de gestion, il y a des notions de médecine vétérinaire, il y a des notions d'agronomie, de technique de bâtiment. Voilà, donc c'était des formations très très élaborées. Et aux grandes heures de l'école de berger de Rambouillet, il y avait plusieurs années d'attente pour rentrer à l'école de berger. Et le jour de la remise des diplômes, le soir, même tout le monde avait trouvé un patron pour y travailler. C'était un peu la Sorbonne du mouton, quoi. Les mérinos sont des animaux assez grégaires. C'est un peu le mouton de Panurge par excellence. C'est la raison pour laquelle on est capable d'emmener des brebis par milliers dans les Alpes avec un berger et un ou deux bons chiens. Et puis, à Rambouillet, ça fait plus de 230 ans que les bergers sont à leur chevet, donc ce sont des animaux très proches de l'homme. Entre homme et bête si fort qu'il a permis à plusieurs reprises de sauver le troupeau de la disparition. Lors de l'invasion prussienne en 1870 et pendant les 2 guerres mondiales, les bergers de Rambouillet ont traversé la France en urgence pour mettre à l'abri le troupeau avant l'arrivée de l'ennemi. Sa longévité et sa consanguinité exceptionnelle deviennent au XXe siècle un sujet d'intérêt scientifique. Le troupeau sert même de support aux tout premiers essais d'insémination animale en France. Avec ses 200 têtes, le troupeau mérinos de Rambouillet est aujourd'hui un musée vivant de l'élevage ovin. Après avoir mérinisé une partie du monde, la France s'approvisionne désormais en laine en Australie, où les 3/4 des moutons sont de race mérinos.
Mais la course à la toison d'or se poursuit tout près de Rambouillet, où un éleveur souhaite relancer la production de laine de luxe grâce au mérinos d'Arles, issu d'un métissage de mérinos avec des brebis du sud de la France. On a choisi le mérinos d'Arles parce qu'aujourd'hui, c'était la laine la plus fine d'Europe. Pour donner quelques ordres d'idées, le cachemire, c'est 16 microns. Le mérinos d'Arles, c'est 21 microns. La laine, elle gratte à partir de 24 microns. Et nous, on cherche à obtenir une laine de 16 microns. Donc 16 microns, vous l'avez compris, c'est le toucher du cachemire. On peut arriver à un toucher et un produit de luxe. Et c'est ça qu'on recherche. En fait, le savoir-faire ancestral de la génétique, on l'avait à Rambouillet, puisqu'aujourd'hui, à Rambouillet, on est à 17 microns, donc c'est pas mal. Et c'est vrai qu'on a mérinisé le monde, mais de ce fait, on s'est un peu défait de notre expertise particulièrement précise sur le micronage. Christophe Dagalier a quitté son emploi dans le textile de luxe pour se lancer dans l'élevage. Il se donne quelques années pour atteindre les exigences des maisons de luxe françaises avec cette laine qui n'a pas fini de dévoiler son potentiel. Les meilleurs mérinos du monde qui atteignent 10,5 microns donnent des mailles et des tissus qui sont exceptionnels, qui sont incroyables à porter, mais ça reste adressé à un public très restreint. Ça donne des produits très chers, donc les gens connaissent plus le cachemire et le mohair. Un argument qu'il ne faut pas nier non plus, c'est que par exemple pour un pull en cachemire, il faut 25 chèvres, donc l'impact carbone en est affecté. L'élevage est la production majeure de gaz à effet de serre, alors que pour un pull en mérinos, c'est un seul mouton. Ah, bravo! Et puis on voit bien le gonflant, puis le côté double face, c'est génial. Le petit clin d'œil de l'histoire, c'est que nous avons été présenter notre démarche à l'Élysée, et ils ont trouvé ça extraordinaire. Je suis heureux de voir que le pouvoir politique s'intéresse à nouveau à la laine et lui donne une place de choix dans sa boutique, comme un symbole. Troisième étape du jour, on s'envole pour l'île de Bornéo, dans la partie qui appartient à la Malaisie. C'est là-bas qu'on a décidé d'attiser la curiosité de vos papilles avec Mina. Mina, elle appartient à la tribu des Kélabites et elle nous a réservé un plat on ne peut plus traditionnel. Je m'appelle Mina Trang. Nous sommes aujourd'hui dans le village de Plamanpayong, dans mon tout petit mi-jardin, mi-forêt. Nous allons essayer de récolter quelques plantes pour cuisiner un bon déjeuner. Récolter se dit marine ici en Malaisie. Je vais commencer par cueillir du lanao. On doit normalement le découper avec un couteau, mais je préfère faire comme ça. Je prends les plus grosses tiges. J'enlève déjà quelques feuilles pour avoir moins de travail à la maison. Ça, ce sont des feuilles de tapioca. Ici, on dit daun ubi. On prend les plus jeunes, les vieilles ont un goût trop amer. Ici, nous avons des fleurs de gingembre. On ne voit pas les fleurs car ce n'est pas encore la saison. En revanche, on peut récolter les tiges. Ici, encore une fois, pas besoin de couteau. Ce qu'il faut faire, c'est casser la tige comme ceci, et ensuite l'enrouler autour de son doigt. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. On peut rentrer à la maison et commencer à cuisiner. D'abord, on va nettoyer notre lanao pour ensuite le cuire. On retire les plus grosses feuilles. On retrouve le lanao dans différents pays d'Asie. Dans les villages, on raconte que c'est un bon anti-inflammatoire, en plus d'être très bon à manger. C'est le même principe qu'avec des asperges. On regarde où se casse la tige et on garde la partie qui reste. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un couteau. Vous n'aimez pas les couteaux? Non, je n'aime pas les couteaux. Ma mère disait toujours que les légumes sont meilleurs quand on utilise ses doigts comme ustensiles.
Je pense que j'en ai assez. Je vais maintenant passer à nos daonubi, les feuilles de tapioca. On va devoir les écraser. Allez, c'est parti. On doit pilonner quand les feuilles viennent d'être cueillies. Si vous le faites une fois qu'elles sont cuites, ça va en faire de la bouillie. Je pense qu'on est bon. Je vais maintenant découper le reste de nos ingrédients avant de commencer à les cuire. Voici le ubud bubun. Ubud bubun signifie littéralement pousse sauvage aromatique. Son goût sucré contraste avec l'amertume des fleurs de gingembre. J'ajoute du kuchai, de la ciboulette chinoise. Je ne découpe pas de morceaux trop fins car je veux garder du croquant. Tout est découpé, pilonné, tranché. On peut maintenant passer en cuisine et essayer de faire un peu de magie avec. Je vais commencer par cuire le lanao. Le lanao est bon quand il est bien cuit. Si vous le mangez cru, il aura son goût d'herbe. Ça m'a l'air pas mal, vraiment délicieux. On peut maintenant cuire le daonubi avec exactement le même procédé. Je viens d'une famille nombreuse, j'ai 4 frères et sœurs. Mon père était dans l'armée britannique. Ma mère et ma grand-mère étaient à la maison et elles avaient souvent besoin d'aide. J'adorais leur donner un coup de main. À 9 ans, j'avais déjà commencé à cuisiner. C'est moi qui préparais le riz. Et j'ai fini par me rendre compte que j'aimais ça. C'est toujours meilleur quand on cuisine des produits frais que l'on sert à ses amis et sa famille. Ça me rend heureuse. Voilà un peu de lanao et de daonubi que j'ai récolté ce matin. Ça a l'air bon. J'espère. Alors? C'est très bon. Ça aurait été encore meilleur avec du riz. Promis, j'en ferai la prochaine fois. Allez, on va rêver de partir dans l'espace maintenant. Et on a été à ça, enfin plutôt à ça, d'y vivre dès les années 1920 grâce à un Slovène. C'est l'histoire inattendue. Dans le centre de la Slovénie, un ovni a ouvert ses portes en 2012. Ce vaisseau d'acier, de verre et de béton rend hommage à un visionnaire qui imagina il y a plus de 90 ans un édifice pour guider l'humanité vers son odyssée spatiale. Au début du XXe siècle, alors que le vieux continent connaît des temps troublés, l'astronautique est une science à la marge. La possibilité d'un voyage spatial relève du fantastique, une chimère d'écrivains ou de cinéastes, plus qu'une quête scientifique. Isidore Fiache évoque les contours du rêve d'un enfant de la région. On pensait que voyager dans l'espace était relativement facile. On imaginait simplement qu'on pourrait y être tiré avec un grand canon, atterrir sur la Lune, puis se jeter de nouveau vers la Terre, ce qui est évidemment irréaliste. Quelques rares pionniers tentent de sortir le voyage spatial de la science-fiction. Parmi eux, Herman Potočnik, un ingénieur militaire austro-hongrois. Il se consacre corps et âme à l'étude des fusées. En 1928, après des années de recherche, il publie Le problème du vol spatial sous le pseudonyme d'Herman Nordung. Ce livre présente le fruit de ce qu'il a imaginé. Une station spatiale composée de 3 parties principales, une centrale, un observatoire et une roue d'habitation. Les 3 parties seraient connectées par des tubes suffisamment larges pour que les gens puissent se déplacer librement en apesanteur. Potočnik couche sur le papier une architecture spatiale habitable d'une précision inédite, illustrée par une centaine de dessins réalisés de sa main.
Il en détaille et calcule chaque recoin, cherchant à prouver qu'aucun frein technique ou biologique ne pourra entraver sa création. Il anticipe jusqu'à son emplacement idéal dans l'immensité spatiale. La station serait placée sur une orbite géostationnaire, qu'il calcule être à 35 900 km de la Terre. Là-bas, il n'y aurait plus l'influence de la gravité terrestre, ni celle des forces d'attraction des autres planètes. Il s'agit d'un point qu'il a calculé comme étant le point zéro. Alimentée en énergie par une centrale solaire indépendante, la station graviterait autour d'une orbite stable et s'articulerait autour d'une vaste roue d'habitation, offrant à ses occupants un environnement viable. Il l'a conçu comme une structure avec un diamètre de 30 mètres. Selon ses calculs, la roue devait tourner sur elle-même, une fois toutes les 7 secondes, ce qui créerait une gravité artificielle sur ses bords extérieurs. Chacun pourrait ainsi travailler, dormir, se doucher et accomplir toutes les activités quotidiennes, un peu comme sur Terre. À contre-courant de ses contemporains qui rêvent de visiter des planètes, Hermann s'interroge, lui, sur la vie en apesanteur et pense l'architecture d'un laboratoire spatial avec son observatoire à l'avant-poste où les astronautes mèneront leurs expériences. À ce moment-là, ses idées étaient incroyablement visionnaires. Il a clairement noté et détaillé il y a 95 ans qu'il fallait des poignées ou des prises spéciales pour se déplacer dans la station d'observation. Car sans cela, un être humain ne pourrait pas se mouvoir correctement. Malgré ses efforts, l'ouvrage de Potočnik peine à trouver son public. Ses concepts étaient tellement en avance qu'à mon avis, ceux qui ont lu son livre à sa sortie n'ont pas vraiment saisi sa vision. À peine un an après la publication de son unique ouvrage, c'est dans le plus grand dénuement qu'Hermann Potočnik quitte prématurément et définitivement la planète Terre. Ignoré de son vivant, il faudra plusieurs générations pour que son travail soit reconnu, inspirant les plus grands. Son livre a finalement eu une grande influence sur les cercles scientifiques de haut niveau. Par exemple, sur le célèbre scientifique Wernher von Braun, qui avait obtenu son doctorat à 21 ans, qui a d'abord travaillé pour Hitler, puis a rejoint la NASA, où, avec son équipe, il a conçu la fusée Saturne V, qui a permis les missions Apollo, et donc le premier alunissage. Celui qui a tant œuvré pour que le voyage dans l'espace quitte le domaine de la fiction a réussi son pari. Seule la roue habitable, troisième pilier de son architecture, reste encore à concrétiser. Sa centrale énergétique, pensée pour alimenter la station, préfigure les panneaux solaires présents aujourd'hui sur la Station spatiale internationale, tout comme son concept d'observatoire. Sa roue rejoint, elle, nos imaginaires spatiaux en 1968. Stanley Kubrick, sur les conseils de son co-scénariste Arthur C. Clarke, s'inspireront de son architecture pour donner forme, dans 2001 l'Odyssée de l'espace, à la station spatiale Discovery One, immortalisant ainsi l'héritage d'un visionnaire oublié. Ça sent la prochaine devinette, ça. En attendant, aujourd'hui, je vous demandais pourquoi la capoeira avait été interdite au Brésil, malgré l'abolition de l'esclavage. Eh bien, parce que la police en a eu peur. Il faut dire que la capoeira a pris une dimension impressionnante au XIXe siècle en arrivant dans les grandes agglomérations comme ici à Salvador de Bahia. Les lutteurs s'organisent en groupe et commencent à s'adonner à des activités criminelles. La guerre entre gangs se joue à coups de combat de capoeira. Et les policiers comprennent vite qu'ils se font dépasser par ces lutteurs musclés. En 1890, la capoeira devient donc un délit. Prison, coups de fouet et travaux forcés à la clé. Il fallait même éviter de porter des vêtements blancs et amples pour ne pas être soupçonné d'appartenir au monde de la capoeira. Bis bald.